Bienvenue dans la deuxième partie d'une semaine dans le monde. On fait un point sur l'actualité de la semaine avec nos éditorialistes. On vient d'écouter ce soir, bien sûr, cette première conférence de presse de Bratislava. On en était à la possibilité d'une armée européenne. Vous disiez à l'instant, Nicolas Vado, que c'est pas ça qui faisait rêver. Et c'est justement ce dont a besoin l'Europe aujourd'hui. Oui, et moi je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est une harmonisation fiscale, c'est-à-dire avec un vrai ministre des Finances européen. Que le discours qu'on a entendu du gars du Front National devant Sarkozy hier soit démonté par ça, avec les travailleurs détachés. Si vous avez les mêmes conditions fiscales dans toute l'Europe, on y arrivera. Mais ça, c'est du fédéralisme. Mais pas vraiment réaliste. Non, mais c'est complètement minoritaire, l'idée fédéraliste. Moi, je suis tout à fait pour, mais c'est totalement minoritaire. Je pense que le vertige du vide va être très bénéfique. C'est-à-dire que quand on va se retrouver devant le précipice avec le risque monétaire, parce que on n'en parle plus de l'euro, c'est un peu technique, mais quand même, c'est une monnaie commune, donc c'est nos économies, c'est notre argent, c'est nos immeubles, c'est nos banques, donc on ne peut pas non plus tout faire péter. Donc je pense que ça va jouer. Je pense que le Brexit aussi, ça va être un tel cauchemar bureaucratique que les gens de l'autre côté vont se dire... Pour qui ? Pour les Anglais. Oui, ça va être un cauchemar complet, parce qu'il faut réécrire... Non mais... En attendant ces 2 ans de problématiques qui vont paralyser la Grande-Bretagne, en plus le débat politique anglais, nous on parle que de l'aspect technique, mais il y a un débat politique en Angleterre qui rebondit chaque semaine entre les Brexiteurs, pas les Brexiteurs, les conditions, pas les conditions. Donc je pense que tout ça, ça va fédérer un peu les gens autour de quelque chose d'essentiel. Alors ça sera peut-être pas l'Europe qu'on avait dessinée dans les années 70-80, ça sera peut-être pas, je le dis, une Europe à 27, ça sera peut-être différent, il y en aura peut-être 2, il y en aura peut-être le corps central avec la zone euro et des politiques de la zone euro qui seront de plus en plus proches. Vous critiquez un peu facilement le couple franco-allemand parce qu'il n'est pas représentatif, mais on va pas faire un couple, excusez-moi, je vais être un peu brutal, gréco-espagnol, donc il faut bien que ça se base sur quelque chose. Non, mais je le dis franchement, il faut être un peu cynique, il faut que c'est bien que ça se base sur... Et donc, s'il n'y a pas de couple franco-allemand, il n'y aura pas d'Europe du tout. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un couple franco-allemand relativement opérationnel qui s'entende avec les gens autour de lui. Et ayons un peu confiance. Les gens de l'étranger nous regardent, je l'ai déjà dit 20 fois sur ce plateau, nous regardent avec des yeux comme ça, en se disant, mais vous êtes en train de détruire quelque chose de relativement unique dans l'histoire de l'humanité. Oui, je crois qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'énorme désordre. Parce que là, pour le moment, tout le monde est parti en vacances. Theresa May est partie faire ses randonnées suisses, etc. On n'a même pas commencé les négociations pour ce que ça veut dire vraiment pour le Brexit. On ne sait toujours pas ce que veulent les Britanniques. Personne ne sait. Parce qu'ils n'ont pas de carte. La semaine dernière, le ministre chargé du Brexit est allé expliquer devant le Parlement que on sera sans doute pas dans le marché unique, avec toutes les mauvaises conséquences pour le chômage, mais lui, ça lui est égal. Il a été démenti quelques heures après par Downing Street lui-même. Donc Downing Street et son propre ministre sont même pas d'accord sur ce que c'est que le Brexit. On n'a même pas commencé. Ça va durer 10 ans. Et d'ici 1 ou 2 ans, quand les autres Européens vont voir, parce que pour le moment, il y a une espèce d'état de grâce. Les Britanniques, moi je lis la presse européenne, vous lisez les Express. C'est incroyable. C'est vraiment de la propagande. Comme on voit, je vais dire toute la presse européenne, on voit ça nulle part ailleurs. C'est-à-dire tous les jours, c'est nous avons conquis notre place dans le monde, nous avons renoué avec notre histoire. D'ici 1 ou 2 ans, quand ils verront ce que c'est que de faire le nitty-gritty, c'est-à-dire les petits détails de toutes ces tractations, de renégocier, tout ça, et les autres pays vont regarder ça de plus en plus. On le voit dans les sondages déjà, les gens vont dire « Ah non, ça on veut pas ». Donc ça va ressouder un peu les autres Européens. C'est comme Voltaire, pour encourager les autres. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, quand on verra la vraie problématique après le déclenchement de l'article 50. Pour revenir également à ce que disait Ziad tout à l'heure, Marc, une fois que cette jeune génération, peut-être comme vous le disiez avant, voit un petit peu tout ce qu'on avait pris pour acquis, parce que c'est vrai qu'on fait partie d'une génération, on a pris toutes ces choses-là pour acquis. Aujourd'hui, on ne peut plus les prendre pour acquis. Oui. L'Europe doit se réinventer sur de nouvelles bases. C'est évident. Mais il y a quand même un problème. C'est qu'au niveau des jeunes, quand on regardait les élections européennes, des années précédentes, les jeunes n'étaient pas massivement mobilisés par l'Europe. C'était cadeau. Parce que quelque part, pour eux, entre le local, d'abord c'était acquis, et entre le local et le global, parce que les jeunes sont dans la globalisation, l'échelon européen, cette espèce de truc intermédiaire, n'était pas évident. Donc aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est effectivement de remontrer à quoi elle sert, et c'est de la réenchanter. Le problème de fond, c'est qu'entre toutes ces questions techniques autour du Brexit, de négociation, Dieu sait si c'est quand même pas très exaltant, entre des pays qui sont assez paralysés, personne n'a envie de réouvrir la question des traités, de renégocier les traités maintenant et tout, ça sera extrêmement difficile
de trouver de quoi réenchanter l'Europe aujourd'hui. D'une certaine façon, peut-être la seule chose, et on en revient, et là je suis d'accord avec vous, Alex Taylor, à la défense, c'est quelque part, c'est face à un ennemi que l'on peut recréer un projet. Ce qui a fait l'Europe, soyons lucides, ce qui a fait la paix, ce n'était pas la construction européenne, c'était l'Empire. C'était la guerre froide, c'était l'OTAN. C'est l'OTAN qui garantit la paix en Europe. Et donc, d'une certaine façon, le péril extérieur peut aussi être quelque chose qui redonne du sens à l'Europe, mais ça veut dire être capable d'avoir une défense commune à un moment où les États-Unis, avec Trump, mais même les autres, je crois qu'ils de plus en plus disent, voilà, c'est aux Européens de se débrouiller eux-mêmes. Un jour, ils vont couper les fonds, de toute façon. Donc, moi, je pense qu'il faut croire quand même, il faut avoir l'énergie d'y croire. Quand je vois, par exemple, les débats qui agitent les gens de Visegrad, là, dont on disait qu'ils étaient tous anti-européens, on s'aperçoit quand même que quand on va trop près de la bordure rouge, les Tchèques ont dit « Ah non, ça commence à chauffer trop, moi je veux rester dans le marché, je veux pas toutes ces histoires, je veux pas me fâcher avec les Allemands, je veux pas me fâcher, 90% de mon business c'est l'Allemagne, donc c'est pas possible. » Donc les Tchèques sont sortis. Donc je pense que la cour d'école, elle continuera à jouer, mais que sur le fond des enjeux, ils sont tous d'accord. Il faut un marché unique, il faut la monnaie, il faut une protection extérieure et il faut la libre circulation. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Après, c'est comment le mécanisme va se mettre en place. Ce qui manque tragiquement aussi, vous l'avez un petit peu dit, Marc, c'est la vision externe. On ne peut pas avoir une zone commerciale, une méga Suisse de 500 millions d'habitants qui n'a pas d'intérêt extérieur. La Turquie, c'est un intérêt extérieur. Il faut une politique qui ne soit pas décidée toutes les 3 minutes par 3 chefs d'État différents sur la Turquie. La Syrie, on a laissé faire. Les Européens n'ont rien dit. François Hollande est parti tout seul. Il a été lâché en race campagne par ton ami Barack Obama. Du coup, on s'est retrouvé avec 1 million, 2 millions de réfugiés, des gens qui traversaient l'Europe dans tous les sens pendant... Voilà. Donc ça, l'Europe a besoin... C'est pas parce qu'on est allemand ou français, on se fera jamais la guerre. Français, espagnol, on se fera jamais la guerre. Donc on a des intérêts communs vers l'extérieur qu'il faut défendre et formaliser et conceptualiser. Et c'est pour ça que l'armée, la défense, la sécurité, c'est un moyen de conceptualiser ces personnes. Il faut des personnes, il faut des visionnaires. Là, je vais vous fâcher, mais pour une fois, je plaide un peu la cause de mes compatriotes. Je sais que Tony Blair a beaucoup de défauts, surtout l'Irak. Mais c'était quelqu'un qui arrête la circulation quand il arrive dans une ville. Il aurait fallu le choisir comme président du Conseil européen plutôt que l'inconnu qui était Van Rompuy, que seuls les Belges apparemment connaissaient. Il faut des personnes... 9 mois comme Premier ministre. Il faut des personnes... On ne les garde jamais très longtemps. Visionnaires. Je veux dire, Tony Blair a quand même gagné 3 élections en Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui sait... Oui, mais il avait les casseroles... il a des casseroles, mais tout le monde a des casseroles. Oui. Au moins... Enfin, quand même, il y a des casseroles à part. Écoutez, entre Tony Blair avec ses casseroles et Herman Van Rompuy, que Nigel Farage a comparé à une serpillière de façon terrible. Mais en même temps, il faut des visionnaires, il faut des gens qui puissent arrêter la circulation quand ils arrivent dans une ville pour incarner le rêve européen. Et tant qu'on en verra toujours à Bruxelles les seconds couteaux et les gens dont on veut plus dans la politique nationale, l'Europe n'avancera pas non plus parce qu'il faut des dirigeants. Oui, mais c'est la question aussi. Le problème du Conseil européen, le Conseil européen, c'est l'entité la plus anti-européenne qui soit, puisque les 28 chefs d'État et de gouvernement vont là-bas pour grappiller le plus qu'ils peuvent. Il faudrait supprimer le Conseil européen, avoir un Parlement et une Commission qui fonctionnent correctement. Donc le problème, je vous trouve tous vachement sévères. Vous avez un Parlement quand même où il se passe plein de choses. Moi, je suis pas ce dossier tous les jours, mais quand je regarde les journaux dont le tien, il y a des correspondants à Bruxelles, il se passe plein de choses dans ce Parlement. Il y a des idées qui sortent, il y a des projets qui sortent, il y a un vote qui va être très important sur la COP, sur le climat, qui va avoir lieu, je crois, ils en ont parlé dans la conférence de presse. Il se passe des choses. Cette commission, on ne peut pas lui demander à la fois d'incarner l'Europe et de lui dire non, vous êtes un organe bureaucratique et administratif, donc vous n'incarnez rien. Oui, mais on ne peut pas demander à 27 chefs d'État d'accepter que le président de la commission soit quelqu'un d'extrêmement populaire parce qu'il va excusez-moi du mot, il va les emmerder tous les jours. Ils veulent quelqu'un qui ait le consensus minimum. Une des raisons pour lesquelles on a eu, comme tu disais, quelqu'un d'assez fadasse, c'est que les Anglais ont tout fait pour qu'il y ait quelqu'un de fadasse. Ils ont tout fait pour flinguer Juncker. Ils ont tout fait pour flinguer Juncker. Sarkozy n'en voulait pas quelqu'un de particulièrement charismatique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont. C'est un organisme qui fonctionne à 27 pays, avec 27 chefs d'État et de gouvernement, avec 27 intérêts particuliers. Il faut que cette machine fonctionne. Il n'y aura pas du jour au lendemain un monsieur miraculeux, un Robert Schuman du 21e siècle qui va tous nous mettre d'accord. Donc c'est un peu la logique de notre système. Les médias en parlent aussi. C'est très difficile. Moi, j'ai fait pendant 7 ans une émission sur la chaîne parlementaire depuis le Parlement européen. Et puis, ça a été arrêté. Donc, c'est très difficile de convaincre les médias qu'il faut couvrir, effectivement. L'une des choses qui est vraiment bien,
c'est avec Nigel Farage, mon charmant compatriote qui insulte tous les Européens, etc. Au moins, ça donne des séances télévisuelles qui sont reprises dans les JT. Vous les reprenez vous-même, je les regarde chez vous. Mais parfois. Pour casser l'Europe, c'est vrai qu'on a encore personne mais en même temps, il y a pour la passion. porter la voix. Il faut de la passion, il faut des personnalités, il faut de la passion, il faut que l'Europe soit sexy pour qu'on en parle. Et c'est vrai qu'avec ces histoires de Brexit, vous avez vu ce discours, mais qui m'a fait pleurer. Pourtant, j'ai dormi une nuit en Écosse dans ma vie. Mais ce discours de ce député écossais après le Brexit qui dit on vous a pas laissé tomber l'Europe, s'il vous plaît, ne nous laissez pas tomber non plus. Ça fait pleurer dans les chaumières, il a raison. Mais c'est ça qu'il faut pour rendre l'Europe passionnante. On devrait nommer Alex Taylor. Voilà, on a trouvé le politique qu'on cherchait. Je voudrais qu'on passe à l'autre grand titre de la semaine, qui était donc Bratislava, on en a beaucoup parlé. Bien entendu, cette trêve en Syrie dont on a beaucoup parlé, qui semble ce soir plus menacée, Marc Semo, qu'elle ne l'a été ces derniers jours. Elle semblait tenir, fragile, mais elle tenait, on le disait tous les jours. Aujourd'hui, les combats ont repris, mais aussi les désaccords entre Washington et Moscou. Le problème de fond, c'est que les aides humanitaires, notamment pour les quartiers rebelles de Alep, 250 000 personnes sont assiégées, ne sont jamais arrivées. Et c'est quand même ça qui était un des points essentiels de la trêve qui n'a pas été mis en œuvre. Mais sur le fond, cette trêve négociée entre les Américains et les Russes, donc qui étaient les coparins du processus de paix, elle sanctionne le succès russe. À chaque fois, les Russes réussissent à, d'une certaine façon, imposer leurs conditions. Si la trêve avait marché, ou si elle marche, parce qu'on ne peut pas encore dire, globalement, ce que font les Russes, 1 an après être intervenus militairement pour sauver le régime, avoir attaqué l'État islamique, mais surtout les groupes de la rébellion modérée pour sauver le régime, là, ils allaient se transformer en casque bleu. C'est eux qui allaient prendre le contrôle de la route qui permettrait aux camions de l'ONU d'arriver jusqu'au quartier rebelle d'Alep. Donc on a véritablement les Russes qui sont en train de conforter leur situation sur le terrain. Et par rapport à ça, des États-Unis qui suivent, on ne sait même pas d'ailleurs ce qu'il y a dans l'ensemble de l'accord, puisque une grande partie des documents quand on cherche en secret, j'ai cherché partout. Et Paris, on est à supplier la France, Jean-Marc Ayrault a demandé qu'on le lise. Et ce qui est le pire, c'est que ce sont les Américains qui s'opposent à ce qu'on rende tout public, et ce qu'ont dit les Russes. Sournoisement. Donc apparemment, ils ont fait des concessions parce que l'idée, c'est de créer ensuite un commandement commun américano-russe pour taper sur les djihadistes, et toute une partie de l'armée américaine, le Pentagone, contre le département d'État, et vent debout contre c'est cette idée-là, à un moment où les Russes continuent à faire ce qu'ils font en Crimée, où dans la campagne américaine, ils ont joué un jeu assez trouble avec du hacking, notamment des emails de Colin Powell, etc., etc. On peut quand même voir un point positif, c'est qu'on a réintroduit le mot diplomatie dans ce conflit et que malgré tout, il y a une espèce de machine américano-russe, même si les données du couple ont changé, qui se met en marche et qui, quelque part, dit en voix off, il faut que ce conflit s'arrête d'une manière ou d'une autre. La vraie difficulté, c'est que les Russes, comme dit Marc, sont devenus des acteurs indépendants, c'est-à-dire de leur politique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, que ce soit ailleurs, etc., et qu'on n'a plus les moyens, ni politiques et peut-être militaires, de les contrôler pour le moment. Deuxièmement, c'est que l'Amérique est affaiblie. Elle est affaiblie d'une part parce qu'elle a un président qui est sortant, qui est partant. C'est, comme disent les Américains, the lame duck. C'est la fin. Marc aurait beaucoup de choses négatives à dire sur la politique étrangère de Barack Obama depuis plusieurs années, mais bon, disons qu'en tous les cas, ils sont très affaiblis, mais qu'aussi l'Amérique, même avec un président puissant, même avec Superman, aujourd'hui l'Amérique ce n'est plus l'hyperpuissance. Elle ne peut plus contrôler une situation comme elle le contrôlait avant. Si vous regardez le théâtre syrien, il y a des acteurs de second plan mais qui sont très puissants. La Turquie est un acteur de second plan mais très puissant. L'Iran est un acteur de second plan très puissant. Les milices Hezbollah sont des acteurs de second plan très puissants. L'Arabie Saoudite, qui est un allié des États-Unis mais qui joue un jeu à 14 bandes, est un acteur puissant. Donc on n'a plus cette simplicité où on pouvait dire les Américains ont décidé, ils vont régler le problème, ils vont faire ci, ils vont pousser les Russes, etc. Eh ben non, les Russes existent aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des acteurs sur cette région qui sont tous des acteurs relativement autonomes, qui n'ont pas des liens d'affection pour l'Amérique très 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 déclarés. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui aiment l'Amérique, c'est des gens qui dealent avec l'Amérique, mais ils n'ont pas d'alliés de cœur qui soient là vraiment avec eux. Donc c'est vraiment compliqué. Donc la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ces accords ouvrent petit à petit des voies humanitaires, petit à petit que la tension diminue, petit à petit que les victimes diminuent. Moi j'en suis là, quoi, sur ce deux. Mais oui, le monde entier regardait un petit peu ces images cette semaine. Donc l'aide humanitaire n'est pas encore entrée, mais ces images au moins de civils qui sortaient dans la rue, d'enfants qui jouaient à nouveau et s'en réjouissaient. Oui,
Peut-être quelques images. J'ai des dessins du monde arabe, notamment de Khalil Abou Arafeh qui vit en Palestine et qui a ce dessin. Il n'est pas vraiment dû pour lui, c'est un grand cinéma. Vous voyez, alors je pense qu'il y a marqué, c'est en arabe, mais il y a marqué accord de paix, je crois. Donc pour lui, ça doit vouloir dire autre chose. Il m'avait dit c'est plus ou moins ça. Il est pas dupe en tout cas, et donc il voit Lavrov et John Kerry qui sont là et qui s'agitent un peu comme des marionnettes sans vraiment y croire. Il y a ce dessin de Hajjaj qui est un dessinateur qui vit en Jordanie, je crois, ce qui doit se lire dans l'autre sens évidemment, où vous voyez ils tiennent tous le même fusil parce qu'ils ont tous un ennemi commun qui est l'État islamique, mais non seulement ils tiennent le même fusil qui est de plus en plus petit au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'État islamique, mais si vous regardez leur regard, ils s'épient tous les uns les autres parce que non seulement ils tirent sur l'État islamique, mais ils ont peur du voisin derrière, et je trouve que ça en dit long. Donc il y a beaucoup de la part des dessinateurs du monde arabe. Ils ne sont pas vraiment dupes de la chose, ils se demandent qu'est-ce qui va leur arriver. Et puis j'ai un troisième dessin toujours de CAC que j'ai montré tout à l'heure sur l'Europe. Ça c'est beaucoup plus franco-français, vous voyez. Vous êtes qui, vous? Je remplace Laurent Fabius. Et voilà, ça en dit long où se trouve la diplomatie française en Irak. Sur ce dossier, alors Alex Taylor, c'est vrai, comme nous le rappelait à l'instant Nicolas, donc cette trêve qui est fragile, qui est menacée ce soir plus qu'elle ne l'était encore ces derniers jours, c'était un premier pas. La vérité, c'est qu'après, on attend une véritable coordination sur le terrain entre les Russes et les Américains pour aller s'en prendre aux djihadistes. Ça paraît, vu d'ici, assez improbable. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que je fais des émissions sur l'Europe, ça fait 30 ans que je regarde des reportages sur le Proche-Orient sans comprendre vraiment. On a l'impression que c'est une espèce de trou noir. Dès que quelque chose rentre dedans, c'est broyé, il n'y a pas de vérité qui sort, on ne sait pas qui représente qui. La seule chose que je puisse vous dire, moi je pense que j'ai aussi grandi avec les troubles en Irlande du Nord. Et dans les années 70, je vivais encore en Grande-Bretagne, et jamais j'aurais pensé avec l'idée qu'on se faisait de l'IRA, parce qu'il y avait des bombes partout, qu'un jour, le problème de l'Irlande du Nord sera plus ou moins réglé. Enfin, que ce sera beaucoup plus facile et qu'il y aurait un Premier ministre et un vice-Premier ministre qui appartenaient à l'IRA et puis au camp adverse. Je pense que plutôt que bombarder les hôpitaux et bombarder pour essayer de maintenir la paix, à long terme de ce trou noir, moi qui ne connais pas très bien la région, mais j'applique un peu ce que j'ai vu avec l'Irlande du Nord, la seule solution, c'est forcer, enfermer les gens, tous les parties prenantes, même si, parce que l'IRA, quand vous prononcez le mot d'IRA dans les années 70, c'est comme quand vous prononcez le mot de Daesh aujourd'hui, il va falloir que toutes les parties prenantes, aussi désagréables que soient-elles, toutes les personnes, tous les groupements qui ont leur mot à dire, dans un endroit, et là, vous mettez les armes et vous dites, vous n'en sortez pas tant que vous n'avez pas une solution. Ça va pas être facile. C'est une solution assez extrême. La seule façon, parce que les bombes, elle les avait enfermées, elle est allée les rechercher, elle les avait enfermées. Les bombardements, visiblement, ça ne marche pas des masses depuis des années. Donc, forcément, un jour, on va finir par ça. Non, Marc Semo, pour revenir à ce que disait Ziad, c'est vrai qu'on sent une vraie lassitude du monde entier par rapport à ce qui se passe depuis plus de 5 ans maintenant en Syrie, et une nouvelle détermination avec certes des cartes retriées en termes de pouvoir des uns et des autres, une véritable volonté d'arriver au bout de cette chose. Mais oui. Et peut-être que nous y sommes. Peut-être que nous y sommes, peut-être que ça pourra encore prendre du temps, parce qu'il reste un problème fondamental. Parce que, globalement, sur le terrain, plus ou moins, les zones se sont maintenant fixées. Le nettoyage ethnique, de fait, est mené par le régime. L'évacuation du quartier de Deraya, près du centre de Damas, par le régime, est une manière d'homogénéiser aussi les zones. Donc on est effectivement dans une situation où on peut imaginer que commence un processus négocié. Le problème, le même depuis le début, sera quoi faire de Bachar el-Assad. Et pour le moment, les Russes veulent le maintien du régime et donc de Bachar el-Assad parce qu'ils n'ont pas de solution alternative. Ça pourra peut-être venir, mais ils n'en voient pas. Et surtout les Iraniens, eux, qui pour le moment sont en dehors du processus de négociation, eux continuent à miser totalement sur Bachar el-Assad, qui est le seul à garantir leurs intérêts là. Donc pour le moment, on ne voit même pas à quoi pourrait aboutir actuellement avec une présidence américaine en fin de course, avec une Russie toujours plus puissante et des Européens aux abonnés absents,
qu'est-ce qui pourrait finalement créer le déclic qui permettrait d'arriver dans un délai rapide au processus de transition, à la transition qu'espèrent les diplomates. C'est le jeu des puissances, et je suis d'accord que le jeu des puissances s'organise pour ou contre Bachar, pour ou contre les Kurdes, pour ou contre ceci, cela. Mais il y a quand même, au fond de tout ça, il y a la reconstruction d'un État syrien, et quel État avec un S ou sans S, il y a la reconstruction d'un État irakien, et lequel avec ou sans S, et puis il y a le trou noir dans le trou noir qui est Daesh. Parce que quand on aura réglé diplomatiquement un certain nombre de questions, on n'aura toujours pas réglé le problème de Daesh, et donc là, on arrivera au dur du dur de cette affaire. Donc je pense que, comme disait Marc, c'est un processus lent et long qui se met en place. Ah, vous faisiez allusion à l'instant, Marc, à cette présidence en fin de course. On va faire un petit point avant de terminer quand même sur cette campagne électorale américaine. Nous sommes à 50 jours maintenant de l'élection présidentielle. On va en parler, on va en manger de l'élection américaine pendant les semaines à venir. Mais je vais vous en afficher quand même un petit peu. Ce soir, Hillary Clinton était à Washington, 24 heures après son retour en campagne, bien sûr, après quelques jours de repos pour sa pneumonie. On ne parlera que pendant un certain temps, Nicolas, de la santé des deux candidats. Oui, alors là, je peux vous dire que ça nous a beaucoup inspiré les dessinateurs. J'ai ce dessin de Chapat qui est très bien, Chapat, dessinateur suisse, qui est fantastique. Vous voyez les deux malades. Je ne sais pas lequel des deux est le plus malade de l'autre, vous voyez. Ça, c'est très bien. Dans le même genre, notre ami Bertrams qui vit aux États-Unis, il a marqué Pneumonia Treatment. Et l'autre, il fume. Il en a fait un autre aussi dans le même genre, qui est plus graphique, mais qui est très très bien, je trouve. Il est pas mal, oui. Voilà. Et puis je terminerai par un de Jim Morin. C'est le symbole du supplice chinois de la goutte qui tombe, vous voyez. Et c'est Hillary Clinton. Drip, 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 drip. Tout va bien, Madame la Marquise. Donc on n'a pas touché le jeu. Voilà. Et puis je terminerai par un petit dessin qui n'est pas sur Trump, mais je vous écoutais tout à l'heure, j'ai quand même fait un petit dessin en direct puisque j'avais pas beaucoup de dessins sur Alex Taylor. Oui, j'étais curieuse. Vous voyez, là, il y a marqué Alex Taylor. Très bien, on a trouvé le président de la commission, le prochain. On va péter la gueule au monde entier, au moins enfin un qui nous fait rêver. Voilà, la campagne est lancée. Voilà, j'accepte. Le danger, quand même, Marc, ces mots sur le danger, si on est contre Trump ou si on trouve Trump un peu inquiétant, c'est que lorsque on a vu l'état de santé d'Hillary Clinton venir au devant de la scène, comme on l'a vu ces derniers jours, on a vu en même temps un glissement au niveau des méthodes, de la stratégie, du message de Donald Trump. C'était un Donald Trump un peu plus raisonnable qui essayait de se mettre en avant. Il a d'ailleurs reconnu aujourd'hui que Barack Obama était bien né aux États-Unis. Donc, un changement de ton. Il était noir. Un changement de ton qui laisse présager peut-être un effort de paraître plus crédible en tant que président. On a l'impression d'être face à quelqu'un qui a envie de changer d'image. Ce qui est très inquiétant, parce que ça veut aussi montrer qu'il y croit. Absolument, qu'il commence à y croire. Parce que l'effet, en termes de communication de la pneumonie, du malaise et de la pneumonie d'Hillary Clinton a été dévastateur. On l'a vu dans les sondages. On l'a vu dans les sondages. Elle est déjà accusée de mentir, elle est accusée de ne pas être franche. Et donc tout ce micmac sur le malaise, nier le malaise, ensuite on a reconnu le malaise, ensuite on n'a pas dit coup de chaleur, ensuite on est finalement arrivé à la pneumonie. Voilà. Bon, c'est absolument dévastateur, avec malgré tout quelque chose, c'est qu'il faut voir, c'est l'acharnement de la presse, y compris de la presse qui n'est pas pro-Trump, par rapport à Hillary Clinton. C'est-à-dire on demande, on exige beaucoup plus de choses d'elle. Il y a cette espèce de côté absolument impitoyable vis-à-vis de chacune de ces soi-disant dissimulations que vis-à-vis de Trump, qui hier a été montré un vague bulletin de santé disant qu'il ne s'est jamais aussi bien porté à 70 ans face à un présentateur qui a dit... Il y a aussi l'affaire de la fondation qui est un gouffre d'argent qu'il a recyclé, il n'a jamais montré ses impôts. Et il y a cette presse qui n'arrête pas de le montrer comme un personnage folklorique, mais qui ne l'attaque pas sur les vrais dossiers. Mais le problème, c'est que où est votre déclaration fiscale? Sortez-nous votre déclaration fiscale sur HBO. Hein? Un anglais sur HBO qui l'attaque frontal sur notamment les... Oui, mais l'élection, elle ne se fait pas sur HBO. Voilà. L'élection, elle se fait sur les grands réseaux, les grands networks, etc. Moi, je suis très étonné par ce que tu dis. Mais peut-être parce qu'on en avait... Justement, les médias américains n'en avaient pas encore très peur jusque-là. Les sondages étaient favorables à Hillary Clinton. En dépit de tous ces dollars qui sont dépensés, ça dure des années, cette campagne déjà, j'ai l'impression. Moi qui regarde ça tout le temps sur les breaking news, sur votre chaîne, sur toutes les chaînes que je regarde, les chaînes anglophones, les chaînes américaines, etc., je n'ai aucune idée de ce que c'est que la politique de ces deux personnes. On parle des cheveux, on parle de la santé, on parle de est-ce qu'il serait capable d'elle, est-ce qu'elle est à même de faire ceci, cela, mais je n'ai aucune
aucune idée, je me rends compte en vous écoutant, est-ce que j'ai une idée des programmes? Où est le programme politique? Il veut revenir au protectionnisme, il veut construire le mur, il veut virer les musulmans, donc il y a... Oui, mais je parle de programmes sérieux qui risquent d'être mis en place, mais il n'y en a pas. Non. Hillary Clinton, à part ses emails et tout ça, et sa santé, je me rends compte que j'ai très peu d'idées, et ça, c'est un peu le problème des médias, parce que peut-être qu'ils les ont pas assez questionnés. Peut-être qu'encore plus, Marc Semo, que dans les campagnes précédentes, on est finalement fasciné par les personnages d'un côté comme de l'autre, parce qu'ils sont tellement énormes médiatiquement que finalement les programmes des partis, on les tout ce qu'on a vu de Trump hier, c'est le présentateur qui lui a Jimmy Fallon sur ses cheveux. Il avait décoiffé, oui. C'est la seule image qui est passée partout. Mais il y a un sérieux manque pour autant de dollars de politique là-dedans, de programmes politiques. Nous, au moins en Europe, et je défends à nouveau les valeurs européennes, nous avons des campagnes beaucoup plus courtes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons des programmes politiques dans nos pays. En France, ça peut se discuter, parce que de fait, le vrai effet pervers, c'est le présidentialisme, c'est les régimes présidentiels. Oui. Et là où il y a le régime présidentiel, il y a cette idée que quelqu'un va incarner la nation, donc le côté personnel joue à plein. Et on voit qu'en France, même si ce n'est pas au niveau caricatural aujourd'hui des États-Unis, que la pipelisation, la personnalisation. Oui, mais comme Nicolas Sarkozy qui déclare hier soir qui refuse maintenant de revenir sur le mariage gay, je veux dire, il y a des questions politiques, il y a des choses qui se disent. Et en France, quelqu'un dit quelque chose dans une émission de télévision, et ça, aujourd'hui, les plateaux de télévision, on en parle. Donc, il y a un vrai fond chez nous dans ces formidables valeurs européennes. Il y a quand même, très rapidement, il y a quand même derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de fondamentalement politique, qui est la levée des populismes. Y compris du populisme milliardaire, parce que c'est même plus gauche-droite, c'est même plus lutte des classes, c'est une vague populiste. Tu parlais de l'élection autrichienne dont on va entendre parler encore pendant tout l'automne. Aux États-Unis, en France, il y a une montée, aux Pays-Bas, en Angleterre, il y a une grande poussée populiste. Un dernier mot, Nicolas, il faut vraiment qu'on arrête. Oui, non, ce qu'il y a, c'est que je pense que le système américain va imploser, surtout parce qu'il déteste les deux candidats, il déteste les deux camps. Il a un peu court-circuité le Parti républicain. Je pense que le système électoral américain va imploser. Sur ce, on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mes invités d'avoir participé à cette semaine dans le monde.